je voudrais commencer par parler d'un rendez-vous manqué entre l'ethnologie haïtienne et l'anthropologie critique, ce qu'on appelle le plus souvent l'anthropologie postmoderne. Et quand je parle de rendez-vous manqué, je pense particulièrement à une date, à une période, je dirais, à cette période des années 80, qui est une période d'ébullition, une période d'effervescence au niveau mondial, au niveau de la réflexion dans l'anthropologie mondiale, ou du moins particulièrement dans l'anthropologie américaine. Donc, et ce qu'on retient souvent, c'est ce séminaire de Santa Fe qui a donné l'édition de l'ouvrage Writing Culture, et qui, je dirais, comme c'est un livre qui a été édité en anglais, qui n'a pas eu d'écho en Haïti. Mais si ça n'a pas eu d'écho en Haïti, c'est pas simplement parce que c'était édité en anglais, c'est parce que moi je pense qu'il y a Haïti a son histoire avec l'anthropologie. Parce qu'il faut dire, les années 80, c'est les dernières années de la dictature des Duvalier. C'est le moment, c'est cette période où la dictature, parce qu'il y a deux moments dans cette période de fin de dictature, c'est la deuxième moitié des années 70, le moment qu'on appelle le moment Carter qui encourageait la démocratie en Amérique, avec une nouvelle politique qui encourageait l'ouverture, et le régime s'adaptait avec le mot d'ordre de Washington, il y avait un moment d'ouverture. Et ce moment d'ouverture, on va connaître tout de suite après, à partir du début des années 80, à partir de l'ère Reagan, un moment de durcissement. Le régime qui avait permis une certaine ouverture va fermer, va se montrer un peu plus dur. Et toute la dynamique, cette dynamique, mais en même temps avec cette période de durcissement du régime, ce nouveau durcissement du régime, c'est un moment aussi où, je dirais, parce que ce qui s'est passé, cette ouverture a enclenché quelque chose que le nouveau durcissement n'allait pas empêcher, quoi. Donc, et c'est cette situation qui va nous conduire à la chute de Jean-Claude Duvalier en 1986. Mais cette chute de Jean-Claude Duvalier en 1986, parce que le problème, c'est que moi, j'aime bien cette coïncidence de date, et la date de la parution de Writing Culture de James Clifford et George Marcus en 1986, et le départ de Duvalier en 1986. Et ça, pourquoi je fais ce rapprochement? Je fais ce rapprochement parce qu'il va y avoir toute une mouvance politique, tout un ensemble de réflexions qui va avoir comme intérêt une certaine remobilisation, je dirais, d'une certaine science sociale. Donc, au fond, ce qui va se passer à partir de cette période, il va y avoir un regain d'intérêt pour le marxisme, une manière de comprendre et la situation du pays. Et donc, du coup, ce qui va se passer, les approches qui vont être dominantes, on va être complètement, je dirais, durant cette période, durant la période d'ouverture et tout ça, cette période d'ouverture, parce que quand même c'était une période d'ouverture sous contrôle, il y avait une certaine littérature qui n'entrait pas en Haïti, quoi. Donc le marxisme qui était complètement interdit en Haïti va avoir une certaine ouverture à partir de 86. Et donc les gens, ils ne vont pas connaître toutes les nouvelles idées qui vont se développer, quoi. Toute cette mouvance post-coloniale, tout ce nouveau discours c'est un discours qui est allé un peu à l'encontre du discours marxiste dominant. Donc ce discours il n'avait pas cours en Haïti. Du coup, moi je pense que c'est peut-être la première chose qui explique que le fait qu'il n'y avait pas trop d'intérêt. Moi je dirais d'un côté, il n'y avait pas d'intérêt pour l'ethnologie en tant que telle, mais il n'y avait pas d'intérêt pour ces nouvelles idées qui étaient en train d'être discutées, d'être abordées au niveau de l'anthropologie mondiale. Donc, je dirais que on était dans ce moment, dans cette situation où
l'ethnologie haïtienne ou bien les sciences sociales haïtiennes étaient quelque peu orphelines de ce débat parce qu'on était dans un contexte mondial qui est marqué par une ébullition, et donc les gens, il y a une génération qui découvre le marxisme à partir de cette période. Et là, il y a cette situation, mais il faut dire aussi, les années 80, et en même temps, il fallait y avoir toute la mouvance anti-valériste aussi, il faut le dire, parce que l'autre problème, l'autre aspect, ce qui a constitué un moment, quelque chose qui a représenté comme une hypothèque pour l'ethnologie haïtienne, c'est de penser que l'ethnologie haïtienne était inféodée au régime des Duvalier. Et donc, il faut dire que le régime avait, en quelque sorte, monopolisé la mémoire de Price-Mars. Le régime avait, en quelque sorte, tout Duvalier s'est identifié avec l'ethnologie. Donc, il faut le dire, il était en quelque sorte au début de cette dynamique intellectuelle, en quelque sorte. Et quand il avait fondé la revue des Griots, et cette revue des Griots était peut-être en continuité avec la mouvance intellectuelle qui était annoncée par Price-Mars dans les années 20. Et donc, lui, mais au fond, ce qu'il en fait, parce que ce qu'on n'a jamais discuté en Haïti, c'est comment il a complètement détourné le discours de Price-Mars, les autres discours des ethnologues, et comment lui, il a orienté ça dans une direction vraiment improbable, qui n'était pas directement la direction de Price-Mars. Price-Mars a pris le soin de mettre en évidence le fait que d'ailleurs, il l'a fait à un moment précis, quand il a écrit un texte à l'encontre d'un des idéologues du régime, René Piquin, qui était directeur de l'école normale supérieure, qui avait publié un texte sur la question sociale par excellence, qui serait la question noire, qui serait la question de couleur, et Price-Mars avait répondu à ce texte, et en répondant à ce texte, Price-Mars avait essayé de remettre en question toute l'idéologie, tout le socle idéologique du valierisme qui est le noirisme. Mais le problème, c'est qu'il y avait un mal qui était déjà fait, donc cette récupération de la pensée ethnologique par le régime de Duvalier avait tellement, moi je crois, il y a une opinion qui s'est faite, quoi, et cette opinion, il était difficile de se défaire de cette opinion. Et là, je crois qu'il y a bon nombre de gens qui ont entretenu ça. Moi, je dirais, c'est comme quoi Duvalier a récupéré la pensée ethnologique haïtienne, et bon nombre de penseurs haïtiens, d'intellectuels haïtiens lui ont laissé faire. Ils lui ont laissé faire dans la mesure où, comme ils sont dans une dynamique d'opposition, tout ce que Duvalier réclame, donc au fond, ça ne doit pas être intéressant, quoi. Et donc du coup, il y a comme moyen de dire, puisque Duvalier assume ça, ce côté ethnologue, donc nous, d'un autre côté, on rejette l'ethnologie. Donc on n'est pas partie prenante de l'ethnologie. Et il y a un certain nombre de penseurs qui ont été assez loin dans cette dynamique, par exemple, si on prend J.-Michael Dash, qui avait écrit un texte à l'époque sur la littérature haïtienne, il a essayé il y a toute une idée reçue. J.-Michael Dash a développé une opinion pour montrer que, au fond, Price-Mars est à Duvalier ce que Bourbineau est à Hitler. Donc il a développé cette idée, et il y a un critique littéraire haïtien, le père Max Dominique, qui a repris cette hypothèse qui montre, qui est dans cette dynamique de filiation. Mais il y a quand même des gens qui avaient regardé la lucidité, et qui étaient dans l'anthropologie, quelqu'un comme Michel Roqueteau, qui bientôt avait compris que cette filiation n'avait pas de sens, et qui avait proposé un autre moyen pour montrer que cette filiation n'était pas de mise, dans la filiation entre Duvalier
et Price-Mass. Et donc, il y a tout ce contexte, et il y a même des gens, j'ai parlé de Michael Dash, mais il y a qui est un spécialiste de la littérature haïtienne trinidadien. Il y a Max Dominique, qui est un spécialiste de la littérature haïtienne, qui a abondé dans le même sens, qui est un haïtien. Et il y a aussi, mais si on remonte un peu plus loin, si on remonte à René Despès aussi, qui abonde dans cette même, quoique René Despès, dans son texte le plus important sur Price-Mass et Duvalier, a pris le soin de montrer la différence. Et donc, moi, je crois, et ces discours qui avaient lieu pendant les moments de répression de la période duvalierisme et qui a marqué, je dirais, l'intelligentsia haïtienne, a créé un contexte, je dirais, il a créé un contexte mémoriel qui a favorisé un certain rejet de l'ethnologie à partir de la période 86. Donc, du coup, et ce qui va se passer en Haïti à partir de 86, c'est qu'il y a une dynamique politique qui s'est développée, et cette dynamique politique, on peut dire, c'est à peu près pareil avec la dynamique politique qui avait existé pendant l'occupation américaine, mais la différence, c'est que cette dynamique et politique qui s'est développée pendant l'occupation américaine avait un pendant intellectuel. Il y avait le mouvement ethnologique, comme on dit souvent, il y avait ce mouvement indigéniste qui était le pendant de cette dynamique politique. Mais en 86, on avait ce mouvement politique, mais ce mouvement politique n'avait pas ce pendant intellectuel. Ce pendant intellectuel dans le sens qu'il n'y avait pas un discours ethnologique qui accompagnait cette dynamique politique. Et quoique, il y a eu quand même des éléments qu'on peut dire une espèce de démarche culturelle. Par exemple, après 86, il y a l'éveil d'un mouvement Racine qui était dans l'esprit de cette réveil politique dans le pays et qui posait certains problèmes. Mais cette dynamique, cette renaissance intellectuelle qu'on a connue dans les années 20, dans les années 30, qui a permis l'émergence de toute une série d'idées sur l'ethnologie haïtienne, qui a permis une certaine moyen de réapproprier notre culture, cette dynamique intellectuelle, on l'avait pas eu et à partir de 86. Et donc du coup, il y avait comme en 86 il y avait comme une difficulté à accepter, et même je dirais du côté universitaire, il y a un problème à assumer l'ethnologie, quoi. C'est comme l'ethnologie est restée comme une impensée. Il y a la mémoire, il y a une difficulté de se réapproprier cette mémoire, puisque Duvalier a occupé les tenants du régime. Par exemple, on peut prendre le doyen de la faculté d'ethnologie, Jean-Baptiste Romain, est resté doyen de la faculté dès 1958 jusqu'à 86. Et donc, je crois, il y avait un moment de la durée, dans les années 2000, il y a eu une confrontation au niveau de la faculté entre des gens qui voulaient rendre hommage à Jean-Baptiste Romain. Il y avait une difficulté à se rapproprier cette histoire. Et donc, cette difficulté à se réapproprier cette histoire, à se situer à une mémoire de cette discipline qui aurait pu être de dire c'est une discipline importante, il faut développer cette discipline. Nous avons bien de raisons pour dire que c'est une discipline importante à travailler. Et donc, la difficulté, c'est que bon nombre de gens, on ne sait pas quoi faire avec cette discipline, puisque cette discipline était trop de connivence avec le régime des Duvalier, et il y a une difficulté à assumer cette question. Et moi, je crois que peut-être jusqu'à présent, on est dans la continuité de cette dynamique politique, c'est comme quoi, je dirais, la conjoncture politique de 86 n'est jusqu'à présent pas refermée, quoi. On est toujours dans le post-duvalierisme, je dirais, et donc ça, on a toujours les conséquences du post-duvalierisme, et ces conséquences du post-duvalierisme, c'est peut-être probablement cette difficulté à assumer l'héritage d'une institution qui s'appelle la faculté d'ethnologie, qui avait une certaine relation avec cette discipline. Et le problème, c'est que l'histoire de cette discipline est comme un impensé.
Et donc, moi, je crois qu'il faudrait, et c'est ce point de départ, moi, je crois, s'il y a ça a bloqué ce rendez-vous avec l'anthropologie mondiale, avec toutes les idées, ça, avec toute cette manière de repenser l'émancipation, avec toute cette manière d'une certaine réappropriation de l'ethnologie, tout ça a été bloqué avec cette période. Et donc, on est quasiment, moi je dirais, l'après 86 a été quand même marqué par comme un débat de la discipline. Donc, la discipline n'a pas su se développer vraiment. Cette discipline s'est restée atrophiée et je crois que c'est pourquoi, c'est pas pour rien que c'est la faculté de l'université qui avait connu une situation de crise. Et cette situation de crise, c'est probablement ce qu'on ne s'est pas demandé avec. C'est comme quoi, moi je pense, la difficulté avec le régime. C'est comme quoi les gens étaient en train de se dire, puisque on veut établir un régime démocratique dans le pays et qui n'est pas le régime du valierisme, qu'est-ce qu'on va faire avec cet héritage du valierisme, quoi. Et donc, c'est peut-être la difficulté. La difficulté, c'est probablement parce que cette faculté a pris naissance un an après et l'arrivée de Duvalier au pouvoir en 57 et en 58, Duvalier a élevé cette institution de institut au rang de faculté. Et donc, du coup, on l'associe tellement au régime, il y a toutes ces analyses sur le régime où Duvalier assumait toute une démarche idéologique pour assumer le côté, et je dirais, obscur. Et d'ailleurs, il y a tout un ensemble, toute une représentation de la faculté qui est liée avec le régime, comme quoi c'est un milieu, des fois on se demande comment on conçoit les anthropologues. Est-ce que les anthropologues sont des rougans ou bien est-ce que ce sont des anthropologues? Et il y a tout ce régime, le régime qui avait aussi utilisé ça pour entretenir la peur dans le pays. Et donc, et c'est comme quoi la situation, c'est comme on ne savait pas quoi faire de cet héritage et on ne savait pas qu'est-ce que l'ethnologie, comment l'ethnologie pourrait être utile en démocratie, quoi. On avait vu ce que l'ethnologie donnait en régime de dictature, on n'était pas convaincus, probablement, et moi je crois. C'est jusqu'à présent, les gens ne sont pas convaincus ce que l'ethnologie, ce que l'anthropologie peut servir, comment l'anthropologie peut aider au développement du pays dans ce cadre démocratique. Et c'est pourquoi moi je crois qu'on a connu ces crises et les universitaires eux-mêmes ne savent pas quoi faire, comment assumer ce savoir. Et donc moi je pense, puisque dans cette discipline, ce qui nous intéresse souvent, c'est essayer de comprendre aussi la pertinence des récits, la pertinence des compréhensions qu'on a des choses. Et moi je crois que, et c'est pourquoi au niveau de la faculté d'ethnologie, on a essayé de mettre en place une démarche de recherche qui voudrait essayer de comprendre l'histoire de cette discipline. Comment comprendre cette histoire? Et donc, l'idée de faire cette histoire, c'est de remonter, c'est d'essayer de saisir l'intérêt de cette discipline dans le pays et comment connaître, savoir quelle pourrait être la pertinence de cette discipline et remonter à l'histoire. Et c'est cet intérêt. Et là, on veut saisir des moments importants de cette histoire. Et c'est pourquoi, en essayant de saisir ces moments, ce qu'on essaie de comprendre, on a vu pourquoi et l'ethnologie, l'anthropologie critique ne parlait pas à l'anthropologie haïtienne. Ça ne disait rien pour les Haïtiens. Et cette anthropologie qui était complètement, parce qu'il restait rien de... C'était l'ombre de ce que c'était la discipline dans les années, jusqu'aux années 60, quoi. Donc ce qui a existé en Haïti, donc il a fait pas institutionnellement la discipline était affaiblie, quoi, parce qu'il s'appuyait seulement sur le régime, et donc puisque le régime n'était pas là, tout était en difficulté, et puis à un moment de la durée, et ça, il ne pouvait pas comprendre, il ne pouvait pas s'inscrire dans le débat international qui existait à l'époque. On comprend bien pourquoi il y avait comme une ignorance de l'anthropologie critique, une ignorance de l'anthropologie postmoderne.
Mais maintenant, ce qui resterait intéressant dans une démarche de compréhension de l'histoire de la discipline, c'est de voir comment cette discipline, comment l'histoire, et je dirais comment la discipline, à un moment de la durée, et il y a eu comment on va essayer, ce que je veux essayer de comprendre, c'est il y avait quand même des indices, des éléments qui laissaient préfigurer la possibilité de cette rencontre. C'est la possibilité de cette connexion entre l'anthropologie haïtienne et l'anthropologie occidentale. Et cette connexion, on laissait voir, parce que moi je crois qu'il y a des problématiques qui sont développées au niveau de l'anthropologie critique et contemporaine, qui sont des thématiques qui ont été, moi je crois que les Haïtiens ont ouvert la voie dès le début. Et il faut dire qu'on a ouvert la voie dès le début de l'anthropologie. Donc au moins cette discipline qui va connaître, la discipline anthropologique qui va connaître son moment, son moment de fondation à partir de la fin du 19e siècle, il va y avoir dès la fin du 19e siècle, il y a des gens qui se positionnent de façon critique par rapport à cette discipline. Et on les retrouve en Haïti, on le voit dès les textes de Firmin. Mais là, moi, je remonte un peu plus proche, quoi, pour essayer de faire cette histoire. Je vais essayer de faire cette histoire à rebours, de remonter pour essayer de voir ces indices, ces éléments qui montrent un possible rapprochement entre l'anthropologie critique et l'ethnologie haïtienne. Et je vais prendre un exemple particulier qui est l'exemple de Emmanuel Seppol. Parce que très souvent, Emmanuel Seppol, c'est, je dirais, le dernier ethnologue important de cette filiation qui remonte à Anténor Firmin, puisque c'est quelqu'un qui est important et c'est quelqu'un qui a produit tout un ensemble de réflexions qui nous paraît important. Et on retrouve ce que moi-même j'ai retrouvé dans les travaux d'Emmanuel Seppol, c'est le fait qu'il a essayé, dans ses travaux, il y a comme une préfiguration de discours de l'anthropologie contemporaine. Donc, Emmanuel Seppol a publié son dernier livre qui s'appelle Panorama du folklore. Il a été publié en 63. D'ailleurs, c'est quelqu'un c'est un ancien directeur du bureau d'ethnologie qui est décédé en 1963 et qui est décédé très jeune. Et il a publié un livre qui s'appelle Panorama du folklore. Et cet ouvrage, alors, ce qui est important, c'est un ouvrage qui se soucie particulièrement d'étudier l'anthropologie haïtienne, mais ce qui est intéressant, je ne fais pas nécessairement peut-être que cet ouvrage n'a peut-être pas trop l'intérêt actuellement par rapport avec sa manière de saisir l'ethnologie haïtienne, mais ce qui est intéressant avec cet ouvrage, c'est que c'est dans le contexte dans lequel Emmanuel Seppol va écrire cet ouvrage. Donc, parce qu'au fond, je dirais, c'est un ouvrage que Emmanuel Seppol a publié en 62, c'est au moment où la chape de plomb que représente la dictature du Valieris commence à se consolider, quoi. Parce que donc c'est à partir de ce moment que Duvalier va se proclamer, va ne plus organiser des élections, sa réélection, quoi, parce qu'en principe son mandat devait se terminer à partir de 1960-61. Et donc c'est à peu près 3 ans après qu'il va organiser ce référendum qui va le proclamer président à vie avec pouvoir de désigner son successeur. Donc on est dans ce carrefour où, moi je dirais, à partir de ce début des années 60, toute la mouvance intellectuelle, toute l'effervescence intellectuelle qu'il y avait à partir des années 20 en Haïti,
effervescence intellectuelle dont, je dirais, et Duvalier en a profité, quoi. Cette effervescence intellectuelle cette période était clos à partir de ce moment-là. Et donc, c'est pourquoi je dis, à partir de la publication de cet ouvrage, c'est la fin de cette période. Mais, en même temps, dans l'œuvre d'Emmanuel Cepaul, on voyait le contact avec le débat. Ce que je remarque, c'est à la fois Emmanuel Cepaul, si en Haïti, il fait un moment, Emmanuel Cepaul est inscrit dans une tradition en continuité avec une tradition qui est née d'une effervescence intellectuelle. Il publie, il est en contact avec l'effervescence intellectuelle qui va se développer à partir des années 60 un peu partout dans le monde. Parce qu'au fond, ces années 60, parce que Emmanuel Cepaul, ce qu'il faut retenir, a participé en 1956 au premier congrès des écrivains et artistes noirs qui a été organisé à Paris. Il y a eu ce premier congrès à Paris en 1956, il y a eu un deuxième congrès en 1959 à Rome. Et pendant ces deux événements, Emmanuel Cepaul a eu des interventions. Et il a écrit deux textes, qui sont importants, deux textes capitaux pour comprendre dans quelle dynamique lui, il s'inscrivait. Lui, ce directeur du Bureau national d'ethnologie. Il a écrit un texte qui s'appelle « L'ethnologie et les cultures noires ». C'est ce texte, c'est cette contribution qu'il a donnée aux actes du premier congrès des écrivains et artistes noirs de 1956. Et il a écrit un autre texte pour le congrès de Rome qui s'appelle « Tâches et responsabilités de l'ethnologie ». Et donc, ces textes théoriques qu'on va retrouver les traces dans son dernier texte majeur qui est « Panorama du folklore », c'est des textes importants. Et ce texte le congrès, les actes du congrès international des écrivains et artistes noirs n'avaient pas eu un écho important en France, quoi. Il n'y avait pas beaucoup d'intérêt pour ce texte à l'époque. Mais ce qui attire mon attention dans la presse française, particulièrement pas dans la presse directement, parmi les scientifiques français, il y a eu un compte-rendu des actes du premier congrès des écrivains noirs, qui a été publié dans les archives des sciences sociales des religions. C'est un texte signé d'Émile Poulard. Et Émile Poulard a tout de suite, il a souligné, il a insisté sur le propos tenu lors de cette manifestation intellectuelle par Emmanuel Cepaul. Donc, dans son texte très court, il a souligné le thème général des actes en citant celui qui était le grand organisateur de tout ce congrès, Alioune Diop. Il a résumé le point de vue de différents contributeurs, mais il s'est arrêté sur l'intervention d'Emmanuel Cepaul. Et voilà ce qu'il dit d'Emmanuel Cepaul. D'autres comme Emmanuel Cepaul, il dit Emmanuel Paul, montraient l'importance de la décolonisation au plan scientifique lui-même. L'Afrique, libérée de l'emprise de l'ethnologue blanc, devenant capable de s'interpréter elle-même et à son tour d'interpréter la civilisation de l'ethnologue. Je reprends. L'Afrique, libérée de l'emprise de l'ethnologue blanc, devenant capable de s'interpréter elle-même et à son tour d'interpréter la civilisation de l'ethnologue. Poulard renchérit sur cette affirmation de Manuel Cepaul. Il dit ainsi, en cessant d'être ce monde muet, livré à la maîtrise politique et culturelle de l'étranger, l'Afrique met fin au solipsisme européen. Donc, du coup, c'est quelque chose qui, alors cette manière d'aborder les questions, de traiter ces questions chez Emmanuel Cepaul, ce dernier ethnologue qui a pu s'exprimer librement dans le pays, parce qu'il a participé à un congrès, exprimait des choses qui peut-être anticipaient déjà ce que les développements, les idées sur lesquelles vont insister et l'anthropologie critique, puisque dans l'anthropologie critique occidentale, on va insister sur le discours des natifs, on va insister sur la nécessité d'accorder la parole
aux Africains eux-mêmes. Et donc déjà, et Emmanuel Seppol était dans cette dynamique. Et il était dans cette dynamique déjà en 1956, en 1957. Et bien avant que Duvalier se consolide son pouvoir en Haïti. Donc c'est pour montrer que, au fond, on avait en Haïti, on avait anticipé bien avant tout ce discours critique sur l'anthropologie. On avait anticipé dans les années 60 avec, je dirais, ce dernier ethnologue important, ce dernier ethnologue haïtien important de la conjoncture intellectuelle qui a marqué les années 50. Et ça, c'est quelque chose d'important pour montrer qu'il y avait les indices, les possibilités d'une rencontre. Et donc, les possibilités d'une rencontre, parce qu'à partir des années 60, le pays, il va y avoir une situation d'enfermement complet. Voilà. La chape de plomb va s'installer complètement. Et donc, à ce moment-là, il n'y a plus de contact et on comprend bien pourquoi l'ethnologie haïtienne s'est développée complètement en vase clos, en dehors du contact avec un international. On avait déjà ce contact parce que Emmanuel Seppol, non seulement il a publié avec ses écrivains et artistes noirs dans ce congrès, mais il avait le contact avec l'anthropologie américaine. Il avait différentes publications qui étaient dans des revues américaines. Il existe des textes en anglais, donc le contact, mais à partir, c'est peut-être le dernier intellectuel à maintenir ce contact. Et à maintenir ce contact, à pouvoir s'exprimer plutôt librement sur ces questions. Et donc, alors je remonte, comme je remonte le temps, j'ai souligné cette année 60 qui est un moment important où du moins l'étau se resserre sur la liberté d'expression et sur la liberté intellectuelle aussi, quoi. Et donc il n'y avait pas moyen de permettre ce régime, parce qu'au fond, ce qu'on doit souligner, c'est que le régime de Duvalier s'est souvent enorgueilli d'avoir permettre les développements, l'épanouissement de l'ethnologie en Haïti, mais en même temps, moi je crois que c'est la période la moins prolifique pour le développement intellectuel de l'ethnologie, parce que cette période, c'est pas le moment des grands textes, à part ce dernier texte d'Emmanuel Seppol. Donc il n'y a pas eu d'autres textes importants qui se sont écrits dans le pays, et donc c'est quasiment une période, on pourrait dire, c'est quasiment une période qui se referme avec Duvalier sur l'ethnologie haïtienne. Et donc, il faut, si on remonte le temps, et là, moi, je pense que ce qui est important à souligner, c'est que Emmanuel Seppol, c'est le dernier d'une longue tradition, une tradition qui a commencé avec d'autres intellectuels haïtiens, et ces intellectuels haïtiens, et c'est l'un de ces intellectuels haïtiens, c'est Anténor Fumet, et qui a produit une réflexion, qui a fait une étude sur l'égalité, son texte de l'égalité des races humaines, c'est une préfiguration de ce qu'on pourrait appeler cette contre-écriture, dans la mesure où Anténor Fumet a construit une configuration intellectuelle où il remet en cause complètement les présupposés de l'anthropologie occidentale et posait la nécessité, c'est quasiment l'affirmation d'un discours proprement haïtien, l'affirmation d'une écriture, d'un discours qui est le discours propre, parce qu'au fond, l'effort d'Anténor Fumet, c'est l'effort d'un intellectuel qui s'est dit, au lieu de laisser les autres parler de notre différence, donc c'est à nous de parler de notre différence, de dire ce que l'on est. Et il a, dans la démarche d'Anténor Fumet, il y a cette volonté d'une affirmation, de dire que je suis noir, et donc d'affirmer ça et de poser ça par rapport à l'anthropologie. Et donc, la limite de la démarche d'Anténor Fumet, c'est probablement parce qu'Anténor Fumet est dans une dynamique où ce qu'il propose comme réflexion, parce qu'il est en même temps, il propose une rupture avec le paradigme, mais il s'inscrit aussi dans ce paradigme parce qu'il remet en cause l'anthropologie occidentale qui avait toute une manière d'objectiver, qui avait toute une manière d'essayer d'une manière de réification avec toutes ces études de craniologie, tout ça, et Anténor Fumet va proposer quelque chose d'autre
Et ce quelque chose d'autre, c'est encore en s'inspirant de cette science occidentale qui est et ce qu'on appelle, c'est qu'il propose une anthropologie positive. Et cette anthropologie positive s'inscrit un peu dans cette dynamique scientifique occidentale. Il a ouvert, de toute façon, ce qu'il a permis, c'est qu'il a permis d'ouvrir la voie d'une réflexion, il nous a permis d'ouvrir la voie à une certaine subjectivation, quoi, à l'affirmation d'une autre manière de penser le discours, de la possibilité de créer un nouveau récit. Alors la difficulté, c'est que, au fond, il était obligé de s'appuyer sur des éléments de paradigme, sur des éléments de réflexion de son époque. Il n'a pas porté la réflexion plus loin. Donc, dans cette tradition, on retrouve aussi un autre intellectuel haïtien qui va avoir un poids beaucoup plus important, c'est Price-Mas, dans la mesure où Price-Mas va faire un effort beaucoup plus fort que l'effort et Firmin, parce que Price-Mas va aller au-delà de l'universalisme de Firmin, parce que Firmin, tout en essayant de poser la possibilité d'une différence, de poser l'haïtien, d'analyser les différences propres aux Haïtiens, Firmin n'a pas, moi je dirais, il y a une hésitation à rompre avec le discours occidental. Et donc la personne qui va vraiment opérer cette rupture, c'est Price-Mas, puisque lui, il va proposer une démarche beaucoup plus importante. Il va opérer vraiment une rupture avec la démarche l'universalisme européen, et il va essayer, moi je dirais, il n'hésite pas à accorder une certaine attention aux croyances, à ce que Price-Mas appelle les croyances. Et pourquoi moi j'insiste sur ça, c'est parce que Price-Mas a su comprendre que les croyances, c'est quelque chose de pertinent pour comprendre comment la population haïtienne se construit, comment les gens peuvent construire leurs identités. Et donc à partir de là, il y a beaucoup plus de distance avec l'anthropologie occidentale, et je dirais que Price-Mas déjà préfigurait une certaine manière d'approprier l'imaginaire des gens qui essayaient, qui donnaient des indices de ce que va être l'anthropologie, ou du moins la sociologie des années 80, dans la mesure où c'est un penseur qui va essayer de comprendre l'imaginaire des Haïtiens, quoique lui, il utilise encore une fois, il était dans son paradigme, il était dans son temps, il ne pouvait pas porter plus loin la réflexion, et donc il était limité à ce concept de croyance. Il ne s'était pas encore approprié ce concept d'imaginaire. Donc, tout ceci, donc tout le parcours que j'ai essayé de mettre en place, c'est pour montrer que ce dispositif, ce qu'il y avait et en conclusion, je dirais qu'il y a l'ethnologie haïtienne comme telle, cette volonté, cette volonté d'haïtien d'entrer dans l'anthropologie, c'est un geste fort, puisque le fait que Price-Mas s'est dit à un moment, j'ai commencé avec Firmin s'est dit, je vais me faire anthropologue, je vais intervenir dans un champ qui est la chasse gardée de spécialistes, parce que l'idée d'une anthropologie, c'est l'idée d'une science occidentale qui essayait de comprendre les autres peuples. Donc voilà un natif qui se pose comme anthropologue. Et moi, ce geste fort, c'est un geste important qui marque une rupture, qui marque l'émergence d'une ethnologie haïtienne qui se veut en face, qui se pose en face de l'anthropologie occidentale. On est vraiment là dans une démarche de contre-culture. Et cette démarche de contre-culture, alors, contrairement, parce que j'ai parlé de cette ignorance de l'ethnologie haïtienne de l'anthropologie critique, mais il y a cette difficulté de l'anthropologie, parce que, en fait, sur quoi je voudrais insister, c'est cette difficulté à essayer, moi je crois probablement, dans le contexte peut l'expliquer aussi, cette ignorance de l'anthropologie critique
de l'ethnologie haïtienne, de toute cette tradition, puisqu'on voit quelque part James Clifford fait référence à Aimé Césaire, alors qu'il oublie complètement la tradition ethnologique haïtienne. Et donc justement, parce qu'au fond, le contexte, Haïti était beaucoup plus associé au duvalierisme à l'époque, était beaucoup plus associé à au régime de Baby Doll. Et donc c'était difficile de concevoir que quelque chose d'important, que Haïti pouvait donner quelque chose qui préfigurait quelque part les discussions, les approches qui vont se développer à partir des années 80 avec des penseurs comme Edouard Saïd, avec toute cette cohorte d'anthropologues qui vont essayer de critiquer, de remettre en cause l'anthropologie occidentale de l'intérieur. Voilà et le parcours que j'ai voulu essayer d'établir, c'est toute une hypothèse qu'on a pu essayer de vérifier à partir de certains textes, à partir de certains auteurs, particulièrement quelqu'un comme Emmanuel Seppol, et qui est une dynamique que je suis en train de construire, d'analyser. Donc ça a donné naissance à d'autres interventions, et donc là je soumets ces réflexions à vous et j'attends votre réaction. Merci.